Bonjour à tous, merci de nous retrouver une fois de plus pour cette revue technique des marchés. Petite vérification hebdomadaire, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez bien? Est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on me voit? Oui, parfait. Bonjour, bonjour. Bonjour Laurent, donc Laurent nous a retrouvés aussi. Bonjour Laurent, je Mathieu, bonjour te à tous. vois, je t'entends. J'espère que tu vas bien. Très bien Mathieu, merci. Je présente Laurent brièvement et je lui donne la parole pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois. Donc, c'est un webinaire sur la revue technique des marchés. Nous parlerons de sous-jacent et on se servira des principes de base de l'analyse technique. Vous posez vos questions, soit donc via l'outil que vous avez qui est mis à votre disposition, et vous pouvez également nous les envoyer après ce webinaire par mail. Donc, et nous ferons un plaisir d'y répondre la semaine prochaine. Laurent, donc, qui est le président de l'AFAT, l'Association française des analystes techniques, et qui est donc un analyste technique avec qui nous travaillons régulièrement pour ces webinaires et l'émission 100% marché. Laurent, je te donne la parole. Merci Mathieu. Bien écoutez, bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire. Je crois que c'est le huitième que nous faisons ensemble et au cours duquel nous essayons de décrypter l'actualité, donc l'actualité technique des marchés financiers. Alors c'est pas simplement les actions, parce qu'on reçoit toujours beaucoup de demandes concernant les actions, mais vous pouvez également nous solliciter pour avoir une analyse sur des sous-jacents différents. En l'occurrence, je pense au marché des changes, également au marché des taux, marché qui n'est pas très populaire auprès des investisseurs privés, mais qui pourtant est fort intéressant à analyser, ne serait-ce que pour comprendre l'analyse des flux et l'arbitrage qui se fait entre les equities et les produits de taux, et puis également les matières premières, le pétrole, l'or. Donc n'hésitez pas à nous poser des questions. Alors, je voudrais rappeler donc que je représente l'AFAT, l'Association française des analystes techniques, association de loi 1901, à but non lucratif, dont la mission est de faire la promotion d'une analyse technique méthodique, raisonnée. C'est ce qu'on va essayer de faire ensemble pendant l'heure qui arrive. Et je voudrais profiter de cette introduction pour vous signaler qu'il n'y aura pas de webinaire la semaine prochaine. Donc, on se donnera rendez-vous dans 15 jours. Ça vous laisse donc beaucoup de temps pour nous envoyer vos emails et vos questions. Questions qui peuvent être à la fois liées à l'analyse d'un sous-jacent, mais également liées à une partie plus théorique qui concernerait donc l'utilisation, la mise en pratique des concepts d'analyse technique. Donc n'hésitez pas à nous interroger à la fois sur ce que fait le CAC ou Michelin, à titre d'exemple, mais également nous interroger pour savoir comment utiliser correctement un MACD, un ADX ou tout autre indicateur technique. Et si vous avez des questions précises, c'est encore mieux. Ça nous permettra donc de mettre le doigt, pardon, précisément sur ce qui pose problème et donc vous aider de manière significative. Alors cette semaine, Mathieu, on a eu deux questions sur Ipsen et Téléperformance. Donc, je vous propose qu'on les regarde ensemble. Et puis, si entre-temps vous avez des questions sur des choses qui ne sont pas claires, que Mathieu ou moi avons dit, ou sur d'autres actifs, n'hésitez pas, comme Mathieu l'a souligné, à utiliser la fenêtre de chat pour nous poser vos questions. Effectivement, donc des questions qui ont été posées par Jean-Paul par mail. Donc, il me semble qu'il avait posé ces questions la semaine dernière, qu'on n'avait pas eu le temps de les traiter, et donc il nous les a reposées par mail, et donc on y répondra aujourd'hui. Alors, eh bien, écoute Mathieu, on va Je vais te commencer. partager Ah oui, ah, effectivement te Mathieu, donner bravo. Sans écran, c'est plus compliqué. la main sur l'écran. Tu devrais avoir. Et voilà. Personnellement, je vois tes charts. Ok, bah écoute, c'est super.
Alors, on va donc commencer avec Téléperformance et je voudrais vous faire une première remarque à Jean-Paul et à tout le monde. Quand vous nous interrogez sur un actif, prenez toujours soin de nous dire quel est l'horizon de temps qui vous intéresse parce qu'une analyse peut être différente selon qu'elle est menée sur un graphique hebdomadaire, comme c'est le cas à l'écran. Non, excusez-moi, à l'écran c'est une analyse donc en bougie quotidienne. On peut également avoir une analyse avec un chart en hebdomadaire. Et vous voyez que Téléperformance en hebdomadaire et en court terme présente une physionomie un petit peu différente. Et par conséquent, on peut avoir parfois des tendances qui sont différentes selon l'horizon de temps qui est concerné. Donc c'est très important de nous dire ce qui vous intéresse. Alors, comme ça fait plusieurs semaines qu'on est ensemble et que je suis sûr que vous nous avez regardé avec beaucoup de sérieux, vous savez que je commence toujours, quel que soit l'horizon de temps concerné, par analyser un graphique sur un horizon de temps large, souvent sur un horizon de temps supérieur. C'est-à-dire que quand on me demande une analyse en bougie quotidienne, je commence par le chart en hebdomadaire. Quand on me demande une analyse en hebdomadaire, je commence toujours par une analyse en mensuel, voire en quarterly, trimestriel, pour avoir ce qu'on appelle the big picture. C'est-à-dire, avant de descendre dans le détail, j'aime déjà comprendre dans quel contexte technique je me situe. Donc, si en l'occurrence, ce qui intéresse Jean-Paul, c'est un horizon de temps court terme, eh bien, je vais tout de suite me mettre en moyen terme pour, comme je vous le disais, avoir un aperçu rapide de ce qui se passe depuis 5 ans. Et le moins qu'on puisse dire sur Téléperformance, c'est qu'on est dans une tendance haussière caractérisée, vous le savez maintenant, par des creux et des sommets qui sont ascendants. C'est la définition donc d'une tendance haussière. Et une tendance est toujours d'actualité tant qu'on n'a pas la preuve qu'elle s'est retournée, ou en tout cas elle s'est neutralisée. Alors j'ai une question pour vous, chers auditeurs, car je compte bien vous faire travailler tout de suite. Il n'y a pas que moi qui vais parler pendant ce webinaire. Ce qui est intéressant, c'est que vous réfléchissiez aussi. Alors déjà, Mathieu, est-ce qu'on voit bien mon chart à l'écran? Oui, moi je le vois très bien. Oui, et est-ce que vous, Vous auditeurs, le voyez très téléspectateurs, bien. webinautes, vous voyez bien également? Parce qu'il faut, la question que je vais vous poser nécessite que vous puissiez bien voir Oui. l'écran. Alors, la réponse est oui. Réponse Ok, positive. d'accord. Alors, je vais tracer à l'écran 3 lignes de support et je vais vous demander quelle est, d'après vous, attendez, alors il faut déjà que je le fasse, une verte, une rouge et une bleue. Voilà. J'ai tracé à l'écran 3 supports, 3 vrais supports. D'ailleurs, on peut même, allez, on va se mettre comme ça. Voilà. Voilà. J'ai tracé à l'écran 3 lignes de support, c'est-à-dire 3 niveaux à partir duquel le repli précédent ou la consolidation précédente s'est arrêté et où la tendance de fond s'est remise en place. Donc vous voyez là, on a un support, la tendance reprend. Là, on a une tendance, on a un repli, la tendance reprend. Et là, on a un repli et on a une consolidation. Visiblement, la tendance reprend. Donc j'ai tracé sur cet horizon de temps hebdomadaire 3 lignes de support et je voudrais vous poser la question suivante. D'après vous, quel est le niveau de support parmi les 3 proposés qui invalide la tendance actuellement en cours? C'est une question qui a l'air un petit peu simple et pourtant, elle est extrêmement importante parce que le principe de base de l'analyse technique, c'est 1.
savoir identifier une tendance, et 2, savoir quel est le niveau de prix qui invalide la tendance. Donc, si vous n'arrivez pas à savoir quel est le niveau de prix qui invalide la tendance actuellement en cours, eh bien, vous n'avez pas toutes les armes, tous les outils pour pouvoir prendre une décision. Donc, je vais vous laisser réfléchir pendant quelques secondes. C'est une question simple. Si vous vous trompez, n'ayez pas peur, ce n'est pas grave. J'espère qu'il y en a qui vont se tromper, comme ça me donnera l'occasion de donner la bonne réponse et d'expliquer pourquoi c'est la bonne réponse. Donc, regardez ce chart et dites à Mathieu, à travers donc la fenêtre de chat, quel est le niveau qui invalide la tendance actuelle. La ligne verte, la ligne rouge ou la ligne bleue. Vous avez 10 secondes pour réfléchir et pour donner à Mathieu la couleur. Bleu, rouge ou vert, top chrono. Alors, qui aura la bonne réponse? Et dis-moi Mathieu les réponses qui arrivent au fur et à mesure. Ah ouais, alors, donc là, c'est mitigé entre bleu et rouge, hein. D'accord, intéressant. J'ai une réponse pour le vert, une deuxième pour le vert, troisième. Donc là, on arrive à peu près, voilà. Je dirais qu'il y a quand même une préférence pour la bleue. Ouais, c'est drôle, hein. Donc une préférence pour la bleue et pour la verte. Pour la C'est bleue ça. et la rouge, et la verte en dernier. Donc toi, ce que tu perçois, Mathieu, c'est qu'il y a une préférence pour la bleue. Ensuite, en numéro 2, c'est la rouge. Et en numéro 3, c'est la verte. C'est ça? Exactement. Bon. Alors, déjà, la verte, on l'enlève, c'est pas celle-là. Hop. Ça se joue entre la bleue et la rouge. Donc, quel est le niveau de support qui invalide la tendance actuelle? Je vais décortiquer les choses pour vous permettre de comprendre le raisonnement, le déroulé, pour que vous puissiez seul ensuite le faire. Où est le dernier sommet? Il est là. On est d'accord? C'est le sommet du 13 février à 106 euros. Okay. Quel est le dernier creux, plutôt quel est le creux qui précède le dernier sommet? C'est celui-ci. Ok? Celui à 84,50. Ça veut dire que on a un creux, un sommet, un creux, un sommet. Tant que ce creux ici n'a pas été enfoncé, la tendance reste haussière. C'est le support rouge qui indique le niveau d'invalidation de la tendance. Tant que les prix évoluent au-dessus de ce trait rouge, la tendance reste haussière. Pourquoi? On va se mettre en ligne de clôture. Si vous voyez qu'on a fait un creux ici et un sommet, si maintenant on fait une correction comme ça, est-ce que ça invalide la tendance? Non. Tant qu'on a des creux, je vais les dessiner ici, tant qu'on a des creux qui sont ascendants, on est dans la définition d'une tendance. Okay? Donc, comment reconnaître les creux qui sont importants de ceux qui ne le sont pas? Vous devez à chaque fois considérer le creux qui précède le dernier sommet. Puisqu'on est dans une tendance haussière et qu'on a des creux et des sommets ascendants, le dernier sommet confirme la tendance haussière. C'est parce qu'on vient de faire un nouveau sommet que la tendance est confirmée. Donc, vous devez chercher le dernier creux qui précède le dernier sommet. C'est ce dernier creux-là qui compte. Okay? Quel est le dernier creux qui précède le dernier sommet? C'est celui-ci. Ça veut dire que tant que ce niveau ici, je vais me mettre comme ça, tant que ce niveau ici de dernier creux n'est pas enfoncé, la tendance reste haussière. Pourquoi? Parce que regardez, si ici, on fait ça,
vous serez d'accord que la tendance est toujours haussière. On aura toujours une séquence directionnelle positive avec des sommets qui sont ascendants et des creux qui le sont également. Donc, tant qu'on n'a pas enfoncé ce niveau, la tendance reste haussière. Ce niveau ici deviendra le dernier creux important quand on aura fait un nouveau sommet. Quand on aura fait un nouveau sommet ici, alors on ira chercher le creux qui précède le dernier sommet, ça sera vraisemblablement celui-ci, et ça sera effectivement la ligne bleue qui deviendra le niveau d'invalidation de la tendance. Mais pour le moment, regardez, on n'a pas fait de nouveau sommet, on est toujours sous le dernier sommet. Donc tant que ce sommet n'a pas été franchi, on va prendre le creux précédent comme niveau d'invalidation. Donc, si le marché enfonce le dernier creux, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir des creux et des sommets ascendants. On aura des creux et des sommets ascendants, excusez-moi. Nous aurons un nouveau sommet ascendant et un nouveau creux descendant. Ça sera le premier creux descendant. Est-ce que parce qu'on aura un nouveau creux descendant, on aura une tendance baissière? Non. Nous aurons une tendance neutre. Que faudra-t-il pour qu'on ait une tendance baissière? Il faudra qu'on change la séquence, ce que j'appelle moi la séquence directionnelle. C'est-à-dire qu'on ait une nouvelle séquence avec un nouveau creux, un nouveau sommet plus bas et un nouveau creux. Et là, on aura inversé la tendance parce que là, pour le coup, on aura sommet, sommet descendant et on aura creux et creux descendant. Et là, on aura inversé la tendance. Vous voyez, ce sont des questions vraiment toutes simples et pourtant je peux vous garantir que la moitié des gens à qui on pose la question se trompent. Donc il faut vraiment, si vous voulez vous améliorer dans votre analyse technique, que vous fassiez cet exercice tout bête de savoir quelle est la tendance et quel est le niveau qui invalide la tendance. Rien qu'en faisant ça, je vous assure que vous allez augmenter considérablement la qualité de vos analyses et que par conséquent, logiquement, vous prendrez des meilleures décisions. Pourquoi c'est important? Parce que là, on ne parle pas du tout de trading. Ça veut dire que si vous avez envie de vendre le marché, vous avez le droit, ce n'est pas le sujet. En revanche, si vous voulez vendre le marché, vous le saurez en parfaite connaissance de cause. Vous vous direz, je vends à découvert un marché qui est dans une tendance haussière, quel que soit l'horizon de temps considéré. Il se trouve que là, on est en weekly, mais ça pourrait être du 5 minutes. Le raisonnement tient sur tous les horizons de temps. Vous vous direz, ok, je veux vendre le marché parce que pour telle et telle raison, je vois de la faiblesse. On ne va pas aborder ce sujet maintenant, mais même si vous voyez de la faiblesse sur un marché qui est haussier et que vous voulez vendre ce marché, vous saurez que vous êtes à contre-tendance. Et vous saurez par nature quelle est la nature de votre trade. Et la nature d'un trade vendeur sur Téléperformance qui est dans une tendance haussière, c'est ce qu'on appelle un trade contrarien. Il n'y a rien de mal à faire des trades contrariens. On peut gagner de l'argent en étant contrarien. Le problème, c'est qu'il faut avoir de solides arguments baissiers pour rentrer contre une tendance. Et là, en l'occurrence, j'en ai pas beaucoup à vous proposer, des arguments baissiers. Donc, vendre Téléperformance sur l'horizon de temps considéré ici, c'est une grosse prise de risque pour votre capital de trading ou pour votre portefeuille, parce que vous êtes sur un marché qui est très très fort et qui ne montre pas de signes apparents d'épuisement. Vous avez un niveau d'invalidation qui est loin et par conséquent, vous allez rentrer contre un mouvement de fond qui est fort. Ça veut dire quoi pour terminer? Que si vous avez quand même envie de vendre Téléperformance, vous rentrez à contre-tendance et que par conséquent, vous devez avoir un objectif. Parce que quand on rentre dans la tendance, pour gagner de l'argent, il ne faut pas avoir d'objectif. Parce que la définition d'une tendance, c'est qu'elle reste d'actualité, elle reste, je ne sais pas comment le dire, elle reste de mise tant qu'on n'a pas la preuve qu'elle s'inverse.
Ok, ça veut dire que quand vous rentrez à contre-tendance, il faut avoir un objectif. Quand vous rentrez dans une tendance, vous laissez courir la position tant qu'on fait des creux et des sommets qui sont ascendants. Ok, et c'est comme ça qu'on gagne de l'argent, parce qu'on ne sait jamais jusqu'où peut aller une tendance. Regardez, je vais vous mettre 30 ans d'historique de téléperformance. Est-ce que vous pouviez imaginer, si vous l'aviez payé à 10 euros, qu'elle irait un jour à 100 euros en l'espace de 4 ans? Ok, vous n'auriez pas pu l'imaginer. Ok, et moi non plus d'ailleurs. Ce qui veut bien dire qu'une tendance, on ne sait jamais jusqu'où elle peut aller. Vous prenez le chart d'Apple, c'est exactement le même exemple. Ça veut dire quoi? Vous pouvez me dire, oui, mais là, ce sont des exemples un petit peu atypiques parce que vous êtes sur des momentum extrêmement forts. Je suis d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que on ne sait jamais que Apple a priori, va faire le parcours boursier que Apple a fait a posteriori. On ne peut pas le savoir. On ne peut pas savoir à l'avance quelles sont les actions qui vont être aussi fortes qu'Apple et celles qui ne vont rien donner. Si on le savait, on n'investirait que dans les actions qui vont avoir un fort momentum. Donc on rentre toujours dans l'inconnu. Okay, donc pour gagner de l'argent, il faut donner sa chance au marché. Et pour pouvoir donner sa chance au marché, il faut avoir une lecture rigoureuse de la tendance. Et une lecture rigoureuse de la tendance, c'est de savoir que tant que les sommets et les creux restent ascendants, on reste, enfin dans une tendance haussière en l'occurrence, on reste dans la tendance. Donc là, en l'occurrence, je me remets sur 5 ans, le niveau qui invalide la tendance haussière, c'est ce niveau rouge à 85,85. Si pour une raison ou une autre, et vous pouvez tout à fait avoir raison, peut-être pas dans ce cas-là, mais dans d'autres cas, vous pouvez avoir raison de vouloir vendre une tendance haussière. Si vous êtes contrarien, ne vous fixez pas comme objectif 60 euros sur Téléperformance. Parce que là, évidemment, je peux vous dire qu'il va y en avoir des acheteurs qui vont profiter du repli pour rentrer long sur le marché. Donc ça veut dire que ici, en carnet d'ordre, il y a déjà potentiellement plein de gérants, plein de professionnels qui laissent traîner des ordres en se disant si j'avais la chance d'avoir un trou d'air et de pouvoir payer 85 euros au lieu de 97, ça serait vraiment une aubaine, ça serait vraiment une super opportunité. Donc il y a 9 chances sur 10 pour qu'ils soient jamais exécutés, ces ordres. Mais je peux vous dire qu'il y en a des ordres qui sont en stock, placés dans le carnet. Donc ça veut dire que ici, vous avez plein d'acheteurs qui sont dans l'embuscade, enfin qui sont, j'ai envie de dire, tapis dans l'embuscade, en train d'attendre. Ça veut dire donc que si vous voulez vendre, il ne faut pas vous fixer un objectif plus profond que celui-ci. Parce que sinon, tout ça, vous allez le prendre en gain parce que vous êtes vendeur et vous étiez contrarien et vous avez eu raison. Et vous allez tout reperdre parce qu'on va repartir à partir de ce niveau de support. Donc, quand on rentre dans la tendance, on joue la tendance en laissant la séquence se déployer et tant qu'elle n'est pas invalidée, on reste dans le marché. Quand on rentre à contre-tendance, eh bien, il faut se fixer un objectif de swing pour pouvoir prendre ses gains et passer à autre chose. Voilà, donc c'était une question anodine, à savoir quel est le niveau qui invalide la tendance. Et pourtant, je pense que c'était très important de regarder avec vous quel était ce niveau, parce que penser que c'est ce petit niveau à 97 qui invalide, c'est une erreur. Hein, c'est vraiment 85 qui invalide. Est-ce qu'il y a des questions, Mathieu? Alors oui, alors d'abord, je félicite ceux qui ont su enfin, qui ont eu la bonne réponse. Et pour ceux qui ne l'avaient pas, évidemment, ce n'est pas grave. C'est le but du webinaire de se tromper, sinon il n'aurait pas lieu d'être. Effectivement, question de Philippe qui nous demande ce que vous entendez par momentum, un petit rappel. Et nous avons eu deux questions sur des titres. Donc une analyse long terme sur Atem, SQLI et Air Liquide. Question de Yann et de Jacques, la Société Générale en daily. D'accord. Donc, je te laisse Oui. Alors, traiter les questions dans l'ordre que tu veux. d'accord. Alors, donc on a regardé ensemble la tendance de moyen terme sur Téléperformance. L'un d'entre vous a posé la question à savoir qu'est-ce que c'est le momentum. Alors, le momentum, c'est un autre nom pour désigner la vitesse. Okay, parce qu'on considère que une tendance, lorsqu'elle prend de la vitesse, ça veut dire quand l'appréciation des cours se fait de manière très rapide, eh bien cette vitesse, en fait, témoigne de la puissance du camp dominant.
Dans une tendance haussière, le camp dominant, c'est les acheteurs. Dans une tendance baissière, c'est le contraire, c'est les vendeurs. Eh bien, le momentum, c'est ce qui va désigner la vitesse d'appréciation des cours. Okay, typiquement, on va regarder ensemble. Là, on a un momentum qui est régulier, donc une vitesse qui est assez linéaire. Et puis là, vous voyez bien la différence de rythme entre cette hausse et cette hausse. Eh bien, il y a un changement de momentum. C'est-à-dire que là, on a un momentum qu'on va désigner comme le momentum standard. Et là, on a une très nette accélération. D'ailleurs, le momentum ici va se stabiliser. Pourquoi? Parce qu'il faut digérer cette accélération. C'est pour ça qu'on consolide à plat. On est monté un petit peu trop haut, un petit peu trop vite par rapport à la hausse précédente, et donc il va falloir consolider cette hausse. Et donc le momentum a, là, ici, ralenti. Et puis là, il se remet à accélérer. Et là, il ralentit de nouveau. Et là, il se remet à accélérer. Et là, vous voyez que la vitesse est stable, on refait un nouveau plus haut. Si on repart directement vers des nouveaux sommets, on pourrait dire que le momentum, il est ici solide, robuste, un petit peu à l'identique de ce qu'on voit ici. Si en revanche, on casse ce niveau et qu'on retourne vers 85-90, alors on aura vraisemblablement une consolidation latérale qui se met en place et un momentum qui va nous montrer qu'il y a une décélération de la vitesse, enfin une décélération de l'appréciation des cours, et ça se verra assez nettement, assez facilement sur les prix. Alors, juste pour terminer, Mathieu, en une seconde sur Téléperformance en quotidien maintenant. Donc, on a vu qu'en hebdomadaire, on est dans une tendance qui était haussière, avec un niveau d'invalidation qui est très loin. En quotidien, juste pour terminer, on voit que on a eu donc ce nouveau sommet qui a été formé. On a perdu à peu près 10%, hein, puisqu'on est passé de 107 à 96 euros, donc ça fait un 10% à la louche. Et après avoir perdu 10%, le titre s'est stabilisé. Et comment on voit cette stabilisation des cours? Par l'échec des vendeurs à pouvoir inscrire sur le marché de court terme un nouveau creux. Puisque là, vous le voyez, on fait deux creux équivalents. Donc on est sur une tendance qui est stable, qui est neutre ici, puisqu'on fait deux creux qui sont équivalents. Et tant qu'on n'a pas dépassé cette résistance, on est neutre baissier. En revanche, si on dépasse ce niveau de résistance, alors on se remettra dans le sens de la tendance et on redeviendra positif avec vraisemblablement un cours qui ira rejoindre donc le précédent sommet. Donc téléperformance à moyen terme haussier, téléperformance à court terme, on voit que on a une correction qui s'est mise en place, une consolidation qui a suivi la correction. Cette consolidation nous dit que cette correction est vraisemblablement terminée. La validation de la fin de la correction viendra sur le débordement de la consolidation avec un prix qui franchit donc les 100 euros. Donc potentiellement, d'ailleurs on voit bien que ça bataille puisqu'on a dépassé dans la journée les 100 euros sur Téléperformance et que maintenant on reflue un petit peu. Peut-être qu'il faudra attendre quelques jours pour avoir le franchissement avéré. Donc sur Téléperformance, on est sur un niveau d'invalidation de ce trading range sous le support actuel à 96 euros, confirmation au-dessus de 100 euros, 6 franchissements, on retourne sur le précédent sommet, donc on est neutre potentiellement en attente d'être positif sur le titre. Voilà, donc j'ai fini avec Téléperformance à moyen et à court terme, on a répondu au momentum, il faut Mathieu qu'on aille voir Ipsen, parce qu'on nous l'a posé. On nous l'a posé par email. Exactement, Jean-Paul nous demandait Ipsen également. Alors, J'en profite pour dire que Michel nous avait posé une question également sur Gerbet. Malheureusement, Laurent n'a pas ce titre, sauf erreur de ma part, Laurent. Et non, je ne l'ai pas, effectivement, Mathieu. Donc, autant que faire se peut, nous répondrons à vos questions sur les titres. Bien évidemment, cela dépendra de la présence des titres dans l'outil de Laurent. Merci Mathieu. Alors, on va regarder Ipsen. On va commencer donc en hebdomadaire. On va mettre 30 ans, voilà, pour vous montrer un petit peu d'où est-ce qu'on part et où est-ce qu'on est. Sur Ipsen, en novembre 2012, on était à 16 euros. En mars 2017, on est à 93 euros. Okay, donc un marché haussier de long terme extrêmement puissant.
Et puis, on remarque aussi quelque chose sur Ibsen. On remarque une structure différente à partir de ce moment de correction. On a dans un premier temps une hausse extrêmement puissante, hein, puisqu'on passe de 17 à 60 de manière relativement construite. Et puis à partir de ce point bas de mars 2016, parce que là, on est en octobre 2012 et là, on est en août 2015, donc un peu moins de 3 ans. Donc en un peu moins de 3 ans, on a fait cette progression entre 17 et 60. Et là, entre juin 2016 et mars 2017, on est passé de 44 à 95. Okay, et on le fait de manière extrêmement impulsive. C'est pas très construit. Quand je dis que c'est pas très construit, ça veut dire que quand c'est bien construit, il y a des supports, il y a des résistances. Quand les résistances sont franchies, elles deviennent supports. À partir de là, on fait un nouveau sommet, on retrace et on a des polarités, c'est-à-dire que tous les anciens sommets deviennent des supports. Là, c'est plus construit du tout. En fait, ça part en ligne droite, c'est parabolique. Et dans ce mouvement extrêmement fort, on a une première partie qui est encore relativement construite. Regardez pourquoi c'est construit, parce que là, j'ai un sommet, j'ai une résistance et j'ai un support. Là, j'ai un sommet, j'ai un support. Et puis à partir de là, c'est-à-dire à partir de décembre, j'ai plus rien. J'ai que de la ligne droite. Ok, on est sur des plus hauts historiques, ça veut dire que tout le monde gagne de l'argent. Enfin, ceci dit, on peut quand même s'interroger sur le fait que c'est quand même allé très haut, très vite, et qu'on devrait avoir logiquement des prises de profit qui vont rentrer sur le marché et qui vont générer donc une consolidation. Donc, première constatation sur Ibsen, même si on est intéressé par un horizon de temps de court terme, c'est de regarder ce qui se passe sur le moyen terme, le long terme. Le moyen terme, c'est plutôt 5 ans. Donc voilà, 5 ans, vous voyez la progression. On est sur un trend qui est très fort. La question, c'est de savoir, est-ce que ce trend donne des signes de fatigue? Alors, on va regarder dans un premier temps, par exemple, le MACD, puisque le MACD, c'est un indicateur de suivi de tendance. On va voir ce qu'il nous dit. On va mettre le MACD. Est-ce que le MACD nous donne un signe de fatigue? Je vous laisse regarder le chart pendant 10 secondes parce que je veux que vous réfléchissiez vous aussi. Vous êtes tout seul devant votre écran. Je ne t'entends plus. Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon, c'est revenu. Ok. Donc, j'étais en train de vous dire, on a une tendance qui est allée très très fort à la hausse. La question, c'est de savoir si on a des signes d'épuisement de cette tendance. Donc, on va utiliser un outil de suivi de tendance. Le MACD en fait partie. C'est un indicateur extrêmement connu, extrêmement utilisé. Je vous le mets à l'écran et je vous pose donc la question, est-ce que pour vous, le MACD donne des signes de fatigue sur la tendance de moyen terme en hebdomadaire sur Ibsen? Vous avez 10 secondes pour réfléchir et pour dire à Mathieu si le MACD vous dit quelque chose, comme quoi la tendance va bientôt se stabiliser, voire se retourner. Alors, l'avis général est négatif, non, pas de fatigue. Exactement. Le MACD ne nous dit absolument rien sur une fatigue potentielle, c'est-à-dire une hésitation des opérateurs à continuer de payer, puisque je vous rappelle, le fonctionnement de la bourse, la formation des cours, se fait par un système d'enchères, c'est-à-dire que pour que les cours aillent plus haut, il faut qu'on ait des nouveaux acheteurs qui pensent que ça vaut le coup de payer aujourd'hui parce que demain ça vaudra plus. Okay, pour des raisons spéculatives ou pour des raisons liées aux fondamentaux de l'entreprise. En tout cas, s'ils achètent aujourd'hui, c'est parce qu'ils pensent que la promesse de demain, c'est que le cours sera situé plus haut, qu'il se sera apprécié. Et donc, c'est intéressant d'utiliser des indicateurs de suivi de tendance pour voir si on remarque une fatigue, c'est-à-dire une hésitation des investisseurs à rentrer sur le marché. Le MACD ne nous donne aucune indication de ce genre, puisque vous le voyez, on a même une accélération de la ligne noire par rapport à sa ligne de signal. Autrement dit, une ligne noire qui progresse, ça veut dire qu'on a une moyenne mobile exponentielle en 12 périodes qui continue de s'écarter de celle en 26 périodes. Autrement dit,
Tout à l'heure, on parlait de momentum, on a de la vitesse. On a de la vitesse puisqu'on a les cours qui, à court terme, progressent de manière de plus en plus rapide. On va mettre un autre indicateur qui, là, n'est pas un indicateur de suivi de tendance, mais qui est un indicateur qui peut nous donner une information sur la fatigue potentielle, c'est le RSI. Vous savez tous, a priori, que le RSI, c'est un oscillateur et que quand le cours fait un nouveau plus haut et que le RSI fait un plus haut moins haut, il y a ce qu'on appelle une divergence baissière. Une divergence baissière sur le RSI signifie que malgré l'inscription d'un nouveau sommet sur les prix, il y a visiblement des forces sous-jacentes invisibles qui rentrent sur le marché à la vente, qui fait qu'en fait, il y a une décélération. Alors, une divergence baissière sur un RSI, ça ne veut pas forcément dire qu'il faut vendre le marché, mais ça veut dire qu'en tout cas, on peut s'attendre au mieux à une consolidation ou en tout cas à un ralentissement de la progression. Est-ce que le RSI nous dit quelque chose? Est-ce que vous regardez, est-ce que je vous laisse 10 secondes, est-ce que vous voyez sur le RSI une divergence baissière? Est-ce que vous voyez sur le RSI quelque chose qui vous dit qu'il y a de la fatigue? Quelques secondes pour réfléchir, comme si vous étiez tout seul chez vous devant votre écran et que vous deviez prendre une décision et savoir si il y a de la fatigue sur Ipsen, ce qui signifierait que c'est peut-être pertinent de prendre ses profits. Est-ce que le RSI vous dit quelque chose? Alors, encore une fois, unanimité pour le non. Effectivement, le RSI ne nous montre aucun signe de fatigue. Donc, on a un indicateur, un outil de suivi de tendance qui nous dit qu'il n'y a pas de fatigue, qu'il n'y a pas de vente qui rentre subtilement sur le marché, pas de décélération. Et puis on a un oscillateur qui nous dit qu'effectivement, il n'y a pas de fatigue puisqu'on est en train de faire un nouveau sommet. Alors on est extrêmement suracheté, je vous l'accorde. On est sur un RSI en 14 périodes qui était 88. C'est des niveaux stratosphériques. Mais sur le prix maintenant, est-ce qu'on a une figure de retournement? Est-ce qu'on a sur le prix quelque chose qui nous montre qu'on a une figure de retournement qui est en place ou qui est en train de se mettre en place? Non. On n'a strictement rien. Le non Voilà. l'emporte. Exactement. Donc, sur le prix, on n'a rien. Je vous rappelle que sur le prix, pour voir quelque chose qui se mette en place, il faudrait qu'on ait, par exemple, un triple bottom validé. OK. Il faudrait qu'on ait une tête-épaule validée. Pour l'instant, on est juste en pleine ascension. OK. Donc, on a un prix qui nous dit rien, un MACD qui nous dit rien et un RSI qui nous dit rien. Ça veut dire qu'a priori, ça va continuer de monter. Alors, moi, j'utilise... Oui, vas-y Mathieu. On a Bernard qui, lui, suggérerait donc de regarder les volumes. Alors, Bernard fait une bonne suggestion. On va aller regarder les volumes. Est-ce que les volumes nous disent quelque chose? Je les monte exprès pour que vous puissiez bien voir. Regardez les volumes en bas à droite et dites-moi si les volumes disent quelque chose. Mathieu, est-ce que tu as des réponses? Alors, les gens disent non. Les spectateurs disent non. Voilà, qu'il reste élevé. Alors, ouais. Mais non, enfin, il ne voit pas de ralentissement. Ici, on a Françoise qui voit un ralentissement. Ouais. Sylvie qui nous dit qu'il reste dans la moyenne. Ouais. John, sont réguliers. Volume moyen pour Jean-François. Assez important pour Claude. Toujours élevé pour Marc-André. Okay. Gérard, lui, voit une baisse. Ouais. Voilà, c'est un peu les avis. Philippe, volume moyen. Donc, je dirais que voilà, l'avis qui ressort le plus, c'est qu'on est dans la moyenne, quelque chose d'assez régulier. Ok. Vous avez raison.
les volumes ne nous disent rien de particulier. Il y a peut-être une toute petite information qui apparaît sur le chart, qui est très subtile, qui annonce peut-être quelque chose, mais qui est vraiment à traiter avec des pincettes parce qu'on est tellement en amont que si c'est le cas, c'est vraiment le tout premier signe. Pour évaluer les volumes, ce que j'aime faire, c'est mettre une moyenne mobile sur les volumes. Là, en l'occurrence, j'ai mis une moyenne mobile à 20 périodes, c'est-à-dire une moyenne mobile à 20 semaines, puisque le chart que vous avez à l'écran représente donc 5 années d'historique en hebdomadaire. Et en fait, 20 semaines, c'est à peu près, à peu de choses près, 4 mois. C'est 4 mois de volume lissé. Okay, et on voit qu'on a eu un pic de volume ici. Okay, un pic de volume qui correspond à cette bougie. Okay. On remarque que ce pic de volume, il n'est pas énorme. C'est-à-dire que ça, c'est un pic tout à fait anormal. Si on était monté sur ce niveau à 1 260 000, ça aurait été un pic anormal. Là, ce n'est pas un pic anormal, mais c'est un pic. Okay. Derrière, on a 3 semaines avec des volumes qui sont moins importants, mais qui restent supérieurs à la moyenne des 20 dernières semaines. Donc ça veut dire qu'il n'y a rien d'anormal, vraiment. C'est vrai qu'on a des volumes un peu plus faibles, mais on ne peut pas dire qu'on a des volumes beaucoup plus faibles. Si on avait eu des volumes beaucoup plus faibles, on aurait pu se dire, tiens, on a peu de participation, donc ça nous dit qu'il y a peut-être une friabilité qui apparaît sur le chart. Mais là, vraiment, avec des volumes qui sont au-dessus de la moyenne des 20 dernières semaines, les volumes ne nous disent pas grand-chose. En revanche, il y a quelque chose, moi, que je trouve un petit peu inquiétant, c'est la dernière barre. Et la dernière barre, je trouve qu'elle est un petit peu inquiétante parce qu'on est jeudi soir, que demain c'est le dernier jour de la semaine et que ce volume hebdomadaire, il va être particulièrement faible par rapport aux autres. Vous voyez, c'est le type de volume qu'on avait à l'intérieur de cette petite consolidation. Et donc, à moins demain qu'on ait beaucoup de volume, ce qui est toujours possible, si ce soir on était vendredi et qu'on avait une barre de volume qui était comme ça, ben je vous dirais, c'est pas terrible d'avoir un volume beaucoup plus faible. Ça ne voudrait pas dire qu'il y a du danger, qu'il y a un risque baissier, mais ça serait peut-être le premier petit élément, parce que souvenez-vous qu'en tant qu'analyste technique, vous faites un boulot de détective. Vous devez aller sur le terrain, chercher tous les indices qui vont vous montrer qu'il se passe quelque chose que les autres ne voient pas et que vous allez peut-être voir et qui va vous donner donc de l'avance par rapport aux autres. Parce que ce qui compte, c'est d'avoir de l'avance. C'est toujours ça qui fera que vous perdrez moins d'argent que les autres et que vous en gagnerez plus que les autres. Essayez d'avoir de l'avance. Mais avoir de l'avance, ça présente un danger. Le danger, c'est la surinterprétation, c'est-à-dire voir des choses quand il n'y en a pas. Donc, moi, je vous dis que sur les volumes, pour répondre à Bernard, on a des volumes un petit peu plus faibles, on est quand même au-dessus de la moyenne mobile à 20 périodes, on a la dernière petite barre qui nous montre qu'il y a quand même un volume un petit peu faible, et donc on prend note, on prend acte de ce manque de participation, sans toutefois en tirer des conclusions hâtives, parce que de toutes les façons, je vous rappelle que vous traitez le prix, vous ne traitez pas le volume, et que quand on est en train de faire un nouveau plus haut, et alors qu'on n'a aucun indicateur qui montre qu'il y a de la fatigue, on est quand même sur un trend qui est puissant. Alors, ça c'était pour répondre à la sollicitation de Bernard sur le vif. Maintenant, moi j'aimerais vous montrer autre chose que j'utilise beaucoup, qui est l'ADX. L'ADX, c'est un outil de suivi de tendance, donc qui se met dans la même famille que le MACD, et qui nous montre quelle est la force de la tendance. Okay, quand un ADX monte, que la tendance... Alors, il faut que je vous dise que l'ADX monte quand la tendance est baissière ou haussière. En fait, quand la tendance est forte, l'ADX monte. Je ne vais pas avoir le temps maintenant de vous expliquer toutes les subtilités de l'ADX, du DI+, du DI- et de comment ça fonctionne. Mais vous devez savoir deux choses. La première, ça, c'est la ligne verte qui représente le DI+. Je ne vais pas rentrer encore une fois dans le détail de la construction du DI+, mais le DI+, ça veut simplement dire qu'on a une accélération haussière. Okay, on a un DI+, qui est largement au-dessus du DI-. Ça veut dire que déjà, il ne faut pas penser à vendre. En revanche, on a un ADX qui, lui, est sur des niveaux qui sont potentiellement des niveaux de surachat. Okay, à 75. Avoir un ADX hebdomadaire à 75, ça veut quand même dire qu'on a une tendance qui est très forte, voire
trop forte. Donc, en synthèse, sur Ipsen, on a un MACD et un RSI qui ne nous disent rien, on a des volumes qui ne nous disent pas grand-chose, et on a un ADX qui est quand même très suracheté et qui par conséquent, à mon sens, ne va pas monter beaucoup plus haut. Ça veut donc dire qu'il n'est pas question de vendre ce marché, mais que à moyen terme, vu ce qui s'est passé dans la dernière accélération et la bougie qu'on est en train de faire actuellement, et vu la DX qui est surachetée, je ne sais pas si je serai acheteur de Ipsen sur les niveaux actuels, bien que du point de vue de l'analyse, on n'a que de la force partout, sauf sur la DX qui nous montre qu'on est un petit peu suracheté. Donc ça, c'est la partie hebdomadaire. Maintenant, une fois qu'on a dit tout ça sur la partie hebdomadaire, ce qu'on en conclut, c'est que on est sur une tendance qui est très forte, mais qui, à mon sens, a peut-être plus de chances de ralentir que d'accélérer. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas acheter Ipsen, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas positif sur Ipsen. Ça veut simplement dire qu'en termes de vitesse, ma perception des choses, c'est que la vitesse a été très très forte jusqu'à maintenant, à long terme et particulièrement à moyen terme, et que par conséquent, on a plus de chances de voir la vitesse décroître que la vitesse accroître. Et que par conséquent, il faut intégrer ce composant dans votre perception et dans vos attentes. Alors maintenant, on va passer à court terme. Non, je me suis trompé. Voilà. À court terme, on est sur un marché donc qui a consolidé et qui vient de donner un signal haussier. Et on a aujourd'hui une bougie qui est très forte. Hein. Je vais zoomer un petit peu. Voilà. Donc, on a consolidé pendant à peu près tout le mois de mars, enfin une bonne partie du mois de mars, et on vient de donner un nouveau signal haussier. Alors, la question que je vais vous poser maintenant, c'est quel est le niveau qui invalide cette tendance de court terme haussière? C'est ce niveau. Hein, c'est le dernier creux qui précède le sommet actuel. Donc, tant qu'on est au-dessus de 89, de 88,66, on est sur une tendance qui est haussière. On est à 94. Le stop, il est à on est à 95 presque. Le stop, il est à 87. Ça fait un 8-9% de risque. C'est-à-dire que le marché peut retourner n'importe où dans cette zone sans que ça invalide la tendance actuelle. Donc moi je trouve qu'on est trop loin du stop pour rentrer sur Ipsen. Par contre, si on faisait un retour sur ce niveau autour de 91,40, si le marché repartait ici, alors on aurait un stop beaucoup plus serré et ça voudrait dire que c'est intéressant de rentrer sur le marché. Mais si je devais rentrer sur Ipsen, eh bien j'aurais à cause de tous les éléments qu'on a énumérés avant, c'est-à-dire une tendance de moyen terme qui, moi, me semble un petit peu étirée, eh bien, je ne rentrerai pas sur Ipsen avec un objectif exagéré. Je rentrerai à court terme, typiquement, je rentrerai sur 92 et je viserai à court terme un 10-15% d'appréciation, c'est-à-dire entre 100 et 110, et je prendrai mes gains à ce moment-là. Parce que le risque, il est quand même, compte tenu de ce qu'on a vu avant à moyen terme, d'avoir des prises de bénéfices qui rentrent graduellement sur le marché, même si pour le moment, on ne les voit absolument pas. Mais avec toute l'analyse moyen terme qu'on a faite sur Ipsen au préalable, ce que moi ça me donne en tant qu'analyste comme information pertinente, c'est que sur Ipsen, si je rentre à l'achat, je rentrerai à court terme, pas à moyen terme. Pour rentrer à moyen terme sur Ipsen, j'attendrai de voir une consolidation ou une correction pour rentrer sur des niveaux plus bas. Alors qu'à court terme, je pense qu'on peut tout à fait avoir
une opportunité intéressante sur un retour à 92 pour viser les 100 voire les 105. Donc voilà, c'était pour ça que je voulais faire avec vous ce travail séquentiel de moyen terme et court terme, parce que si on envisage que le court terme directement et qu'on se met en 9 mois, bon, on se dit bah, c'est super haussier, donc je rentre et puis je laisse courir jusqu'à 150. Bon, ben, moi je trouve que c'est pas judicieux. À court terme, il faut avoir un objectif plus restreint parce qu'à moyen terme, on est overstretched. Donc, quand on aura consolidé, si le titre est très très fort, il va faire qu'une consolidation à moyen terme. S'il est un petit peu plus faible, autrement dit, si la pression vendeuse est un petit peu plus forte, on aura une correction. Mais en tout cas, à moyen terme, j'attends une consolidation ou une correction pour me remettre dans la tendance, alors que à court terme, je peux rentrer directement sur un tout petit repli. Est-ce que j'ai été clair, Mathieu? Parce que c'est quand même très important, hein, le timing. Je pense que tu as été clair, très clair. Voilà. Donc, les gens sont toujours satisfaits de tes réponses. Une analyse très éclairante. Il y avait quelques questions concernant l'ADX. Étant donné qu'il nous reste peu de temps, j'imagine que se lancer dans l'analyse d'un titre, ça risque d'être juste. Ouais. Ce que je peux pas tellement rentrer dans le détail maintenant de l'ADX. En revanche, la prochaine fois. oui, en revanche, on pourrait effectivement l'aborder si ça vous intéresse, sachant que l'ADX ne nous donne pas vraiment du timing, il nous donne surtout des informations sur la force de la tendance et parfois, quand il n'y a pas de tendance, il nous donne des informations très éclairantes qui peuvent servir au trading dans un certain type de configuration. Si ça vous intéresse, on en parlera la prochaine fois. Il y avait d'autres titres, Mathieu, qui avaient intéressé nos interlocuteurs. Yann qui nous demandait Athème, SQLI et Air Liquide en long terme. Alors, Jacques, Athème, je ne l'ai pas, Athème. En daily. Et on a Maxime là qui nous demande le Brent rapidement. Alors, Maxime, quel horizon de temps? Alors attends Mathieu, on va procéder par ordre d'arrivée des questions. Donc quelle est la première question qui est arrivée dans le chat? Donc c'était Yann. Yann, c'était sur quoi? Société Générale? Athème, SQLI ou Air Liquide? Alors je suis désolé, mais je crois que j'en ai... Enfin, attendez, je crois pas que j'ai SQLI. Il faut que je cherche, laissez-moi quelques secondes, ça va pas être long. Alors, SQLI, je ne l'ai pas. Athème, je ne la connais même pas. Et c'était quoi la troisième? Air Liquide. Air Liquide. Ok, alors on va regarder Air Liquide. Voilà. Donc, Air Liquide à court terme, qui est en train de franchir une résistance, signal haussier qui est en train d'être donné. Quel est le premier réflexe qu'il faut avoir? Je ne vous le dis pas. Vous devez le dire à Mathieu. Quel est le premier réflexe quand quelqu'un vous parle d'une valeur, quand vous lisez dans la presse ou dans les médias un article sur une valeur et que ça vous intéresse sur un horizon de temps quelconque, en l'occurrence quotidien, qu'est-ce que vous commencez par faire? Vous commencez par vous mettre sur l'horizon de temps supérieur. Donc on va aller tout de suite en semaine. Parce que c'est vachement important, malgré tout, de se mettre sur un graphique en semaine. Parce que là, vous voyez, vous vous dites, c'est super haussier, parce que c'est vrai qu'on est dans une tendance. Alors, elle est bizarre, cette tendance, parce que là, on progresse difficilement, là, on fait une très grande conso, là, on progresse extrêmement rapidement, on fait une conso, on sort de conso. Elle est un peu torturée, Air Liquide, dans son genre. Mais en tout cas, c'est haussier. OK ? Et donc, on peut être particulièrement enthousiaste en voyant ce dépassement de résistance. Quand on se met sur du moyen terme, on voit qu'en fait, on est sur un marché qui est flat. C'est-à-dire que on est toujours sous les plus bas de 2015. On vient de dépasser à peu de choses près la moitié du range. Voilà, on a dépassé le 50%.
Et par conséquent, on est visiblement sur un titre qui va rejoindre les plus hauts à 115. Donc déjà, ça nous dit que on est dans un contexte technique très très différent de Ibsen, puisque là, vous le voyez, on est dans une grande consolidation. Dans ce contexte de moyen terme, qui est finalement une tendance plate, bornée à la baisse par un support à 88, 86, borné à la hausse par une résistance à 115, dans ce contexte technique qui est plat à moyen terme, on est sur une tendance qui, elle, à court terme, est plus haussière, plus positive, avec, vous le voyez, creux, sommet ascendant, creux, sommet ascendant, creux et nouveau sommet ascendant. Donc on est sur une tendance haussière depuis le mois de juin 2016, c'est-à-dire à peu près depuis 10 mois. On est sur un titre qui s'apprécie, qui est passé de 86 à 105, ça fait un bon 25%. Donc, à moyen terme, on a en tête déjà la configuration générale. On passe à court terme. Donc, à court terme, on avait une grosse consolidation, ici, vous voyez, un trading range latéral. Au sein de ce trading range latéral de court terme, c'est-à-dire depuis le mois de décembre, on est dans une tendance haussière de très court terme, démarrée en février, où on fait effectivement creux, sommet, ascendant. Donc la tendance à moyen terme sur Air Liquide est plate, puisque je vous remets le chart, pardon, on est sur une tendance plate. La tendance à court terme est haussière, avec l'inscription de sommets et de creux qui sont ascendants. Alors maintenant, ça sera le dernier exercice. Quel est le niveau de prix qui invalide la tendance? Est-ce que c'est celui-ci ou est-ce que c'est celui-ci? Est-ce que c'est le premier ou c'est le deuxième? Quel est le niveau qui invalide la tendance actuelle? Le premier segment ou le deuxième segment? Réponse dans le chat, vous avez 10 secondes. Normalement, vous devriez tous donner la bonne réponse maintenant. Parce que je suis sûr que vous avez bien compris. Heure de colle, samedi matin. Samedi matin, chers amis téléspectateurs, je serai au ski. C'est pour ça qu'il n'y aura pas de webinaire la semaine prochaine. C'est bien alors. Sinon, on fait revenir Laurent des pistes. Alors, est-ce que c'est le premier niveau de support ou le deuxième qui invalide la tendance actuelle? Mathieu, qu'est-ce qu'on te dit? Alors, c'est mitigé. J'ai le droit au premier, j'ai le droit au deuxième. Ah non, 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 je ne suis plus d'accord. Vous ne devez plus hésiter maintenant. Vous ne devez plus hésiter. Vous devez tous me donner la bonne réponse. Tout à l'heure, j'ai dit que pour savoir quel était le niveau d'invalidation d'une tendance haussière, que fallait-il regarder? Le dernier creux qui précède le dernier sommet. Où est le dernier sommet? Le dernier sommet, il est là. Regardez. Il est là, le dernier sommet. Il est en train d'être fait actuellement. Okay? Quel est le dernier creux qui précède le dernier sommet? C'est celui-ci. Donc, c'est bien la première ligne de support qui invaliderait la tendance. Si on repart et qu'on casse ce niveau, on repasse en tendance neutre. Okay? Tant qu'on est au-dessus de 101,50, c'est une application rigoureuse de l'analyse technique. Je vous répète que l'analyse technique a pour mission, la première mission de l'analyse technique, c'est de savoir identifier les tendances et de savoir identifier quels sont les prix qui invalident les tendances. Dans une tendance haussière faite de creux et de sommets ascendants, le dernier sommet valide la tendance, le dernier creux, c'est le point d'invalidation de la tendance. Donc, tant qu'on est au-dessus de 101,50, on est donc dans une tendance qui est haussière, une tendance qui est super molle, parce que ça ressemble plus à une consolidation haussière qu'une tendance. Je suis d'accord quand on regarde ça, mais quand on regarde ça, on voit une tendance haussière. C'est une tendance haussière avec, vous le voyez, creux, sommet, creux, nouveau sommet. Donc, sur Air Liquide, on est sur un marché qui est en train donc de valider le mouvement haussier avec, vous le voyez, une hésitation autour de la tendance et visiblement le marché a décidé, on va bien voir comment il termine la semaine, mais a priori on repart à la hausse et par conséquent la tendance est confirmée, cette tendance-là est confirmée, c'est celle-ci qui est confirmée, elle est confirmée et on se dirige vers 110. Donc Air Liquide à moyen terme neutre,
À court terme, on est sur une tendance haussière et à très court terme, c'est-à-dire sur les 15 derniers jours, 3 dernières semaines, sur une tendance qui est de nouveau haussière. Donc, si vous voulez effectivement euh, euh, rentrer dans ce mouvement haussier, vous devez savoir que même si on a franchi ce niveau de résistance, ben, si on faisait ça, vous voyez, si on faisait toute cette correction, ça n'invaliderait pas. C'est pas parce qu'on repasserait sous la résistance que ça invaliderait la tendance, parce qu'on aurait toujours des creux qui seraient ascendants. Et c'est pour ça donc que c'est extrêmement important de savoir quel est le niveau de prix qui invalide la tendance, parce que tant qu'on reste au-dessus de ce niveau en ligne de clôture à 100,85, on est dans une tendance haussière. Si on revenait sur le niveau d'invalidation, eh bien il faudrait l'enfoncer pour que la tendance devienne neutre. Okay, mais tant qu'on reste au-dessus, la tendance reste haussière. Mathieu, il est 18h01. Nous allons donc être à regret dans l'obligation de terminer cette émission en nous excusant de ne pas avoir répondu à toutes les questions, mais nous pensons que c'est aussi important de répondre à vos questions sur l'analyse de certains actifs que de donner des clés de lecture, d'appréciation, d'interprétation, d'analyse technique. L'un ne va pas sans l'autre. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai donné pas mal d'explications théoriques sur qu'est-ce qu'une tendance, jusqu'où une tendance peut aller avant d'être invalidée, mais je pense que c'est extrêmement important. C'est plus important de vous aider à savoir identifier une tendance que de vous répondre sur R liquide ou sur un autre sous-jacent. Les deux sont importants de manière équivalente. Voilà, donc on n'a pas pu répondre à toutes les questions concernant les sous-jacents. Je vous rappelle que c'est un webinaire d'analyse technique et pas de trading. Il n'y a pas 50 façons d'analyser un chart. En revanche, il y a 50 façons de le trader, de le traiter. Il y a 50 façons de gagner de l'argent, 50 façons d'en perdre. En revanche, et là, il y a des traders de momentum, des traders qui aiment les replis. Il y a 1000 façons de faire les choses. En tout cas, quand on analyse un marché, quand on se place du point de vue rigoureux et méthodique de l'analyse, là pour le coup, il n'y a pas 50 façons de voir les choses et c'est ce que j'essaye de partager, de vous transmettre. Autrement dit, pour faire un bon trading, il faut déjà savoir bien analyser. C'est déjà le socle qui vous permettra ensuite de prendre de bonnes décisions parce que quelles que soient les décisions de trading que vous les prendrez encore une fois en toute connaissance de cause et donc vous saurez gérer la taille de votre position puisque vous saurez que vous rentrez à contre-tendance ou dans la tendance, et que toutes ces informations sont excessivement importantes pour finalement être gagnant. Voilà Mathieu, je conclurai là-dessus. Je vous remercie tous de votre attention. Merci Mathieu d'avoir été présent avec nous. Tout le monde te souhaite de passer de bonnes vacances au ski. J'espère que je reviendrai avec une meilleure mine parce que vous pouvez le voir, je suis quand même assez blafard ce soir. J'espère pour toi aussi qu'il fera beau. Ne te blesse pas, hein, on veut te retrouver en forme. De ne pas me casser la patte. Exactement. Et merci encore à vous tous de nous suivre toutes les semaines. N'hésitez pas encore une fois à poser vos questions. Jacques et Maxime, j'ai bien noté vos questions sur Société Générale et sur le Brent. Si elles sont toujours d'actualité dans 2 semaines, faites-nous un petit mail pour justement nous le rappeler et on essaiera avec Laurent de les traiter. Je vous dis donc à dans 2 semaines et encore une fois, bonnes vacances Laurent, à bientôt. Merci Mathieu et merci à tous de votre présence et de votre attention et de tous vos efforts. Bonne soirée. Au revoir.